j'attaque. Donc, alors rapidement, donc lunettes astronomiques. Dans toute lunette astronomique, vous avez une première lentille ou une première série de lentilles qui sont traversées par la lumière, et donc c'est ce qu'on appelle l'objectif. Donc ce qui est noté sur le schéma L1, voilà, c'est l'objectif de cette lunette astronomique. Objectif, le mot objectif, ça vient de objet. C'est la première lentille, la plus proche de l'objet, donc la première traversée par la lumière. Et puis, vous avez une deuxième lentille ou une deuxième série de lentilles qui s'appelle l'oculaire, parce que c'est tout simplement la série de lentilles ou la lentille qui est la plus proche de l'œil. Voilà. Donc on retrouve un petit peu le vocabulaire du microscope. Alors la lunette astronomique, c'est encore un instrument subjectif puisque vous regardez directement avec votre œil dedans. Bon, alors la lunette, bien sûr, elle sert à observer des objets qui sont à l'infini. Donc ici, vous avez un point A qui est à l'infini le long de l'axe optique. Vous avez un point B qui est à l'infini, mais qui fait un certain angle avec l'axe optique. Et bon, ces deux points, imaginez deux points, par exemple, le bord gauche et le bord droit de la Lune, ça peut correspondre aux points A et B. Donc, si vous avez mis le bord gauche exactement dans l'axe de la lunette, eh bien, le bord gauche de la Lune tombe sur l'axe optique. Et puis le bord droit, dans ce cas, il fait un certain angle avec l'axe optique. Un point lumineux sur le bord droit, donc envoie des rayons avec un certain angle par rapport à l'axe optique. Et cet angle, c'est ce qui est noté alpha sur la figure. C'est-à-dire que si vous observez directement à l'œil nu votre objet AB à l'infini, eh bien cet objet, il est vu sous un angle alpha. Voilà. Et donc l'idée de la lunette astronomique, c'est déjà d'augmenter cet angle de vue. Donc ici, vous voyez que finalement le point B, grâce à la lunette astronomique, il va apparaître sous un angle alpha prime, qui est plus grand que alpha. Donc il s'agit de quantifier ça en calculant explicitement le grossissement. Donc c'est ce que je vais écrire en dessous. Donc je rappelle la définition. Quand vous avez un instrument d'optique, par définition, le grossissement, c'est toujours un rapport entre l'angle sous lequel on voit un certain objet grâce à l'instrument et l'angle sous lequel on voit cet objet, ce même objet, sans instrument. Alors, vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de petit c comme commercial, parce qu'il n'y a pas besoin d'adopter une convention de distance. En fait, l'objet comme la Lune ou une galaxie, de toute façon, vous ne pouvez pas le rapprocher à 25 cm de votre œil pour le voir plus gros. Donc, il reste à l'infini. Donc, on compare vraiment directement un angle alpha prime et un angle alpha qui sont bien définis sans avoir à faire appel à une certaine convention. Voilà. Donc, il faut donner une expression du grossissement, bien sûr, à partir des données du problème. Et les seules données, ce sont les focales f'1 et f'2. Donc, il suffit de réexprimer. Donc, je vais écrire. Donc, le but du jeu, c'est en fonction de ces données du problème qui sont f'1 et f'2. f'1 et f'2. Donc, comme d'habitude, dans ces problèmes, il faut faire un petit peu de trigonométrie pour faire apparaître, pour exprimer ces angles à partir de certaines longueurs. Voilà. Alors, en principe, j'ai le groupe 1. Si ma liste est bonne, il y a par exemple Léo qui pourrait me répondre. Léo, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pourriez me dire comment on exprime alpha et alpha prime? Alpha prime, déjà, on pourrait avec Zocatois, du coup, avec la tangente. Du coup, ça serait A prime 1 sur A prime 1, B prime 1 sur la distance focale, du coup, F prime 2, donc 2 cm. Ok, sur f'2, tout à fait. Et Et alpha, pour alpha? alpha, par contre, aucune idée. En fait, c'est presque la même chose. Je ne vois pas pourquoi vous auriez une difficulté avec alpha si vous l'avez fait sur alpha prime. Vous voyez, l'angle alpha, il est indiqué là. Ouais. Donc vous avez un triangle, on peut appeler O1 le centre de la lentille 1.
si vous voulez, je l'indique O2, le centre de la lentille 2, mais donc c'est ce que vous avez fait. Dans le triangle O1, A'1, B'1. Vous avez compris d'après la figure hein, que c'est vrai, je l'ai pas explicité, j'ai pas dit pourquoi on avait fait le schéma comme ça, mais est-ce que vous pourriez me dire déjà, Léo, pourquoi le point A'1, pourquoi on l'a placé au même endroit que F'1? A', il est où A'? Parce qu'il est à l'infini. Du coup, il va se mettre sur le plan focal. Voilà, le point A est à l'infini, et donc A', c'est simplement l'image du point A à l'infini par la lentille L1. Donc par définition, du foyer image F' de la lentille L1, le point A', il coïncide avec le point F'. A' et F' coïncident. Bon, alors donc dans le triangle O1, A', B', vous ne pourrez pas me dire quelle est la tangente de alpha? J'ai juste une question. Oui. Est-ce qu'on doit le remettre à chaque fois A infini par L1 égale, donne A'1 qui vaut F'? Non, là, il est dans l'énoncé déjà. Hein, donc, c'est simplement si c'est pour expliquer ce qu'on fait ensuite. Mais là, c'est déjà dans l'énoncé. D'accord. Alors, Léo, je vous embête juste coup, encore. Si on fait A'1, B'1 sur la distance focale F'1. Voilà, c'est ça. A', okay. B'1 sur la distance focale F'. Bon, c'est exactement la même chose. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est le même. Bon, c'est la même formule. Bon, alors, si on passe à Elena, par exemple, comment Elena, si vous m'entendez, comment est-ce qu'on peut simplifier ces expressions quand on se rappelle que les angles alpha et alpha' sont petits? On peut mettre que alpha' égale A'1, B'1 sur F'2 directement, et puis pareil pour l'alpha. Voilà. Hein, donc j'écris alpha est à peu près égal à tangente alpha et alpha' est à peu près égal à tangente alpha'. Voilà, c'est ça. Et du coup, Élise, par exemple, comment est-ce qu'on peut du coup écrire le rapport alpha' sur alpha? Est-ce qu'elle m'entend? Oui. Par contre, pour la tangente alpha, j'avais trouvé F'1 sur A'1, B'1. Non, alors la tangente, c'est la longueur du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est vraiment à chaque fois oui, non, A', je sais pas pourquoi. Oui, d'accord. Bon, alors du coup, en simplifiant, puisque tangente alpha, c'est la même chose qu'alpha, qu'est-ce que ça fait quand on exprime la fraction alpha' sur alpha? Il y a A'1, B'1 qui se simplifie. Voilà, et qu'est-ce qui reste? Donc, ça fait... ça fait F'2 sur F'1. Non, ça fait F'1 sur F'2. Oui, F'1 sur F'2. Ouais. Voilà. Donc, ça y est, on a le grossissement. Hein. Alors moi, j'ai écrit valeur absolue 2, mais de toute façon, j'ai pas parlé de signe pour les angles, donc là, c'est la même chose. Hein. Donc, le grossissement, c'est F'1 sur F'2. Donc, quand on fait l'application numérique, Lucie, qu'est-ce que ça donne? F'1 sur F'2 se fait? Bon, alors Maxence, qu'est-ce que ça fait F'1 sur F'2, valeur numérique? J'ai pas trouvé les valeurs numériques parce que j'ai pas eu le temps d'imprimer le TD hier. J'ai regardé, j'ai essayé de faire les formules, tout ça. Mais... Alors, même si vous ne l'imprimez pas, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, vous pouvez l'avoir sur votre écran. C'est la première ligne de l'énoncé. Là, vous n'avez pas dû le lire beaucoup, l'énoncé quand même. Donc, regardez maintenant les valeurs et dites-moi qu'est-ce que ça fait F'1 sur F'2. Alors, Thomas Boub. Oui. Alors, combien ça fait F'1 sur F'2? Ça fait 25. Ça fait 25, voilà, merci. Enfin, 25 fois. Voilà. Hein, donc, on a un grossissement de 25 fois, c'est-à-dire que tous les angles sont multipliés par 25. Vous remarquez quand même que l'image finale, elle est à l'infini. Hein, c'est-à-dire que ça n'a pas, on ne peut pas dire que ça a rapproché l'objet. Hein. Vous regardez, mettons, la Lune avec cette lunette. La Lune vous apparaît toujours dans cette situation idéale qui est représentée par le schéma, elle vous apparaît toujours comme étant à l'infini. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans cet exercice, vous avez remarqué que F'1 est aussi égal à F2, qui est le foyer objet de l'oculaire. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça?
Eh bien parce que vous savez que l'image par définition d'un objet dans le plan focal objet se trouve à l'infini. Hein. Donc le point A' final est à l'infini, le point B' est à l'infini. Alors on s'est mis, je vous rappelle, dans cette situation-là, de même qu'avec le microscope, pour éviter d'avoir à faire un effort musculaire avec l'œil. L'œil voit un objet qui est toujours à l'infini. Il n'a pas besoin d'accommoder, il n'a pas besoin de faire d'efforts pour voir cet objet. Voilà le principe donc d'une lunette bien réglée pour un œil normal. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Non, c'est vraiment parfait. Bon, et les autres? J'avais une question, mais c'est Oui, pas ça va. spécifiquement sur la partie-là. Oui, dites-moi. En fait, quand on met alpha environ à tangente alpha, ça marche pour les petits angles, mais est-ce que ça marche pour cosinus et sinus? Ça marche pour le sinus aussi. On peut écrire donc sinus alpha est quasiment égal à alpha. Par contre, pour le cosinus, j'avais utilisé une fois quand j'ai parlé de l'imagerie dans le cas d'un dioptre plan. On peut montrer en mathématiques que cosinus alpha, ça fait à peu près 1 moins alpha carré sur 2 quand alpha est petit. Hein. C'est-à-dire quand alpha est écrit en radian. Voilà, donc ça ne marche pas pour le cosinus. Alors c'est assez simple à voir en fait. Si vous dessinez un cercle trigonométrique, voilà, grosso modo, je dessine un point avec un angle alpha, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'angle alpha, hein? Si vous avez un cercle trigonométrique, je vous rappelle que peut-être, je ne sais pas si on le fait maintenant en terminale, hein, mais la longueur d'un arc de cercle, comme je viens de dessiner en vert, c'est justement égal à alpha. Parce que la formule générale, c'est le rayon fois l'angle, si l'angle est en radian. La longueur de l'arc de cercle correspondant, c'est le rayon fois l'angle. Mais le rayon dans un cercle trigonométrique, c'est alpha. Donc voilà, ce que je viens de dessiner en vert, c'est exactement égal à alpha. Et si on pense au sinus maintenant, le sinus, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la longueur que j'écris en bleu là. Voilà, c'est cette longueur verticale. Et la formule que je vous donne, elle dit que simplement la longueur bleue, c'est quasiment égal à la longueur verte quand l'angle alpha tend vers 0. Et la tangente, pour la voir, justement, vous tracez la tangente. Hein. Alors, voilà, je vous le montre comme ça. Je poursuis cette longueur-là. Qu'est-ce que c'est que la tangente de l'angle alpha? Je vais vous le représenter en rouge. Voilà. La tangente, c'est ça. C'est la longueur rouge qui est ici. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez appris ça, mais je vous le dis, c'est facile à retrouver. Et donc, vous êtes bien d'accord que les longueurs bleues, vertes et rouges, elles sont quasiment identiques quand alpha est tout petit, parce qu'elles sont quasiment toutes verticales et collées sur le même point. Voilà. Ok. Par contre, le cosinus, il est clair que le cosinus, il approche de 1 quand l'angle alpha est petit, hein, puisque le cosinus, c'est la longueur qui est à l'horizontale. Voilà. Ok, merci. De rien. Mais monsieur, Oui. Dites-moi. en fait, quand on dit que alpha est petit, ça se réfère à quoi? Comment on sait qu'il est petit? Alors, il n'y a pas de limite stricte, en fait. Vous verrez exactement en mathématiques ce que ça signifie. Hein, mais disons, déjà, du point de vue pratique, si je vous dis que l'angle est petit devant 1, c'est-à-dire que sa valeur en radian est petite devant 1, alors ça veut dire que vous pouvez remplacer sinus alpha par alpha, vous pouvez remplacer tangente alpha par alpha. Bon, évidemment, c'est une approximation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est petit? Ça veut dire que les termes correctifs qui sont derrière, ils vont être négligeables. Il n'y a pas de limite stricte, mais vous apprendrez en mathématiques avec ce qu'on appelle les développements limités, vous apprendrez ce que ça veut dire exactement petit, quoi. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'embêter avec une définition précise. Voilà. Monsieur? Oui. Ça voudrait dire que sinus alpha, il serait à peu près égal à tangente alpha? Oui, c'est ça.
Ok. C'est-à-dire que sur mon schéma, là, le schéma que j'ai fait à droite, vous voyez, il y a un segment bleu et un segment rouge. Eh ben, c'est presque la même longueur. Si alpha est tout petit, le segment bleu et le segment rouge, ils ont quasiment la même longueur. C'est ça que ça veut dire que sinus alpha est quasiment égal à tangente alpha. Voilà. Bon, eh bien alors, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je vais effacer, je peux effacer là, cette question A, je suppose. Je voudrais avoir le schéma sous les yeux. Donc, Oui. j'efface tout ça. Enfin, j'essaye. Voilà. Pour faire un petit peu de place. Et donc, je passe à la question B. Et dans la question B, on définit ce qu'on appelle le cercle oculaire. Alors, ce n'est pas une définition qui est à connaître maintenant au programme. C'est voilà, c'est juste défini pour cet exercice. Et je vous dis que le cercle oculaire, c'est l'image de la monture de la lentille 1 par la lentille 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la monture? Eh ben, en fait, si vous avez une lunette astronomique, évidemment, vous n'avez pas une lentille 1 qui se balade dans le vide. Cette lentille, elle est tenue par une pièce en métal. Et puis en fait, vous avez tout un tube qui n'est pas représenté ici. Vous avez un tube qui tient ensemble les lentilles 1 et les lentilles 2 et qui empêche la lumière de traverser par les côtés. Sinon, on ne verrait plus rien. Donc, toute la lumière, si vous voulez, qui rentre dans la lunette astronomique a dû passer par la lentille 1. Monsieur, Donc, oui. ce tube qui est entre les deux lentilles, il est réfléchissant pour Non, que les rayons c'est un tube, rebondissent et opaque. Il est le plus opaque possible. Donc, ça veut dire que s'il y a un rayon qui frappe le bord du tube, il n'est pas Il n'est pas réfléchi. renvoyé. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça fait perdre un petit peu de lumière, c'est vrai, mais au moins ça évite la lumière parasite qui viendrait directement dans la lentille 2 sans passer par la lentille 1. D'accord. Bon, donc en fait, toute la lumière qui rentre dans votre appareil, si elle rentre correctement, ça veut dire qu'elle est rentrée par la lentille 1, donc elle est rentrée à l'intérieur de cet élément métallique qui tient la lentille 1, quoi. Et donc, si cette lumière ressort de la lentille 2, elle va forcément ressortir en passant par l'image de la lentille 1 par la lentille 2, puisque vous prenez n'importe quel point sur la lentille 1, je ne sais pas, moi je rajoute un point rouge quelque part sur la lentille 1, bah, la lumière qui est passée par ce point-là, elle va traverser ensuite la lentille 2. Donc, elle va passer à un moment ou à un autre, après être passée par la lentille 2, elle va passer par l'image du point rouge par la lentille 2. Et ça, c'est vrai pour tous les points de la lentille 1. Donc, toute la lumière qui rentre dans l'instrument va forcément ressortir par l'image de la lentille 1 par la lentille 2. Voilà l'idée de la définition du cercle trigonométrique. Donc, bon, voilà, c'est juste une définition pour l'instant. Et donc, je demande de calculer en fait la position de cette image de la lentille 1 par la lentille 2. Et donc, je dis qu'on l'appelle cercle oculaire. On verra après pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, moi, j'ai introduit le point O1 qui est le centre de la lentille 1. Et donc, il suffirait de tracer, de calculer la position de l'image de ce point O1. Donc, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans l'énoncé. J'ai dit que, par définition du cercle oculaire, le point C, c'est l'image par la lentille 2 du point O1. Voilà. Alors, bah, c'est pas bien difficile. On demande donc de calculer, c'est juste une relation de conjugaison, on demande de calculer la valeur de la position du point C par rapport à F'2. Alors, avec ça, mettons, Marine, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qu'on peut écrire comme formule pour avoir cette valeur F'2C? On peut faire avec la relation de conjugaison de Newton. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce que ça donne? Sa formule, c'est F'(A) fois FA égale... Alors, si vous reprenez la formule du cours, c'est pas F'A, c'est F'A'.
Oui, Fois. F' fois FA FA égale moins F' carré. égale moins f' carré. Bon, ça, c'est la formule du cours, mais maintenant, quand on l'adapte à ce sujet-là, c'est la lentille 2. C'est pas le point A, c'est O1. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est F' de C Voilà, l'image, c'est C, ok, fois fois F'1 O1. non. Ah oui, d'accord. Parce que vous dites que F2, c'est pareil que F'1. Mais Oui. pour l'instant, je vais laisser F2. Donc, fois F2 O1, ok, égale. Égale moins F'2 au carré. Voilà, F'2 au carré, c'est ça. Bon, et bon, alors on avance un petit peu, on fait l'application numérique. Enfin, vous me dites au moins quels sont les chiffres. Ça fait F'2C est égal à. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? F' de C égale moins F'2 au carré. Voilà, coup, mais est-ce que vous pouvez me dire directement la ça valeur? fait moins 4 au carré. Ça fait moins C'est 16. moins 2 au carré, non? F'2, c'est 2 cm. Ah oui, bah, ça fait moins 4. Voilà, donc moi, bon, pour l'instant, je laisse moins 2 au carré divisé par. F2O1, c'est 50 cm. Voilà, parce que c'est la même chose en fait que F'1 sur 50 cm. Voilà, donc ça nous fait donc bien sûr moins 4 sur 50. Alors, Il faut faire attention. 0,08. Ça fait combien, vous dites, pardon? 0,08. 0,08, donc avec un moins, hein, donc moins 0,08. Alors, on était en centimètres, c'est ça, donc c'est en centimètres. Normalement, la distance F2O1, elle est négative, parce qu'on part dans le... oublié un moins. Ah oui, bien sûr, c'est gentil de en marquer. Donc voilà, effectivement, il y a un moins 50, hein, F2O1, moins 50. Donc ça nous fait quelque chose de positif au final. Donc plus 0,08. Ok. Donc voilà, centimètres, hein, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, le point, finalement, le point F'2 est quasiment égal, enfin le point C, c'est quasiment F'2. Hein. Voilà, je le note ici, c'est le point C, centre du cercle oculaire. En fait, c'est quasiment le foyer image de cette lentille. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Oui. Oui, est-ce qu'on est obligé de mettre le plus devant le 0,08? Non, si vous ne mettez pas de plus, c'est positif. D'accord. J'ai été obligé de mettre un plus parce que j'avais mis un moins là au début. Hein. J'ai corrigé, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Bon, alors, on demande ensuite le diamètre du cercle oculaire. Donc, je vous rappelle, le cercle oculaire, c'est l'image de la lentille L1. Donc, la lentille L1, elle a une certaine taille que j'ai dû donner. Je vérifie. Oui, j'ai dit que c'était 10 cm. Hein, donc, je le représente sur le schéma. Je vais mettre 2 points correspondant au bord gauche et droit, enfin, le bord supérieur et inférieur de L1. Et donc, entre ces 2 points, je ne sais pas, je vais les appeler, j'ai déjà A et B, je vais les appeler C et D, ces points-là. Entre le point C et le point D, j'ai 10 cm. Ah non, alors C, ce n'est pas une bonne idée parce que je l'ai déjà. Voilà, il faut vérifier de temps en temps quand on écrit des lettres qu'on ne les a pas utilisées. Bon, alors, je ne sais pas, allez, E, entre le point E et le point F, j'ai 10 cm. Voilà, EF égale 10 cm. Bon. Et bon, je vais bien sûr dire que le point E que j'ai indiqué, il a pour image un point E' par la lentille 2. Et le point F, il a comme image F', toujours par la lentille 2. Voilà. Alors, bon, on veut avoir la taille de E', F', hein, c'est ça la question. C'est-à-dire c'est la taille du cercle oculaire. Et cette taille, eh ben, on l'a notée phi.
Hein, donc, je veux savoir combien ça fait. Bon, bah, pour ça, il faut soit on applique directement le théorème de Thalès, on fait un petit schéma, on applique le théorème de Thalès, soit bah, on utilise des formules du cours. Alors, Thomas Koutaï, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on peut... Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Je vois pas exactement où c'est E', F' sur le schéma. Ouais, moi aussi. E', alors si vous voulez, sur le schéma, il n'est pas représenté. On a dit que c'était l'image. Je vais essayer de le représenter quand même en rouge, grosso modo. Hein. En gros, F', il va être là où je viens de mettre un petit point rouge ici, là, ça va être là, et E', il va être par là. Voilà, c'est pas représenté, mais ce sont, si vous voulez, les points E' et F', ce sont les bords inférieurs et supérieurs du cercle oculaire. Le cercle oculaire, c'est l'image de la lentille L1. La lentille, c'est un disque. Donc, le cercle oculaire, c'est un disque. Et je parle de son diamètre. Donc, voilà, ce qui m'intéresse, c'est la taille de F'. D'accord, merci. Voilà. Alors, j'en étais à Thomas. Est-ce que Thomas Koutaï est là? Oui, je suis là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on écrit avec le grandissement? Qu'est-ce qu'on connaît comme formule? On sait que normalement, le grandissement, c'est la valeur algébrique de... Alors, c'est de E, F sur la valeur algébrique de E', F'. Alors, normalement, c'est l'opposé. C'est l'inverse. Hein. Le grandissement, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Voilà. Alors, ça, c'est la définition. Mais maintenant qu'on connaît la position du point C, on connaît la position de E', F', on sait que E', F', c'est ça se trouve à peu près sur le foyer F'2, hein, puisque au milieu entre E' et F', je vous rappelle, vous avez le point C. Hein. C'est quasiment là où il y a l'œil sur la figure. Donc on sait que C, c'est quasiment F'2. On a sa position. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme formule toute simple pour exprimer le grandissement? Qu'est-ce que j'ai mis dans le cours comme vous pouvez prendre votre cours, vous regardez rapidement sur le paragraphe où j'ai démontré la relation de conjugaison de Newton. Qu'est-ce que j'ai écrit comme formule pour le grandissement? Alors. On avait A'B' sur AB dans le cours, mais j'ai dit que c'était aussi égal à quoi? J'ai écrit les formules du cours là en dessous en vert. A'B', gamma c'est A'B' sur AB. Et je vous avais dit, essayez pas de retenir par cœur, mais de retrouver très rapidement d'autres expressions. Alors, quelles sont les autres expressions que j'ai utilisées dans le cours? Il y en avait une, c'était... Alors, je pense que c'est pour la lentille... mais peu importe la lentille, hein, dans le cours, qu'est-ce que j'ai écrit? A'B' sur AB, c'est la même chose que quoi? Du moins, c'était OA sur OA', je pense, mais je vais quand même regarder. C'est l'inverse, c'est OA' sur OA. Hein, ah, donc ça résultait du théorème de Thalès. Alors effectivement, ça, on peut l'utiliser. Hein, on va l'utiliser, mais au passage, c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à... Eh ben, je vous le dis, hein, mais voilà, je le dis pour tout le monde, il faut savoir retrouver que c'est la même chose, par exemple, que F'A' sur F'O, ou alors c'est la même chose que FO sur FA. Voilà. Bon, alors, ça, je laisse tomber cette deuxième expression-là, elle ne m'intéresse pas ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens d'écrire en vert, égale OA' sur OA. Si on revient au sujet, qu'est-ce que c'est que OA' sur OA? C'est égal à quoi pour... là, vous voyez, on est dans le cercle oculaire. On a le cercle oculaire, donc il est dans le plan que je vais représenter là en... Je ne sais pas, je vais le faire en vert. Voilà. C'est le plan qui est ici, qui se trouve à une distance qu'on connaît. On sait que la distance O de C, il est aussi dans ce plan-là. C'est à peu près la distance focale image. Hein. Précisément, on a... voilà, on va l'écrire. Tiens, vous allez me le dire. En fait, la distance entre O2 et C, c'est combien? Alors, la distance entre O2 et C, si je regarde bien le... Alors, c'est
Regardez, on a f' de c. On sait que ça vaut 0,08 cm. Donc vous en déduisez que O2C, c'est combien? Normalement, c'est 0, je pense, à peu Bah près. non. Quelle est la distance entre O2 et f'2? On n'a pas confondu F2' et... O2, f'2, on l'a sur l'énoncé. Hein. C'est Ah, combien? O2 et F2'. C'est... Du coup, c'est... Ça s'appelle comment la distance O2, f'2? Pour la lentille 2, la distance entre le centre de la lentille et le foyer image, comment ça s'appelle? C'est la distance... Normalement, c'est... Ah, ça, vous devriez savoir, c'est la distance focale image, hein. C'est f'2, c'est le petit f'2 qui est sur l'énoncé, donc c'est 2 cm. Hein, donc ça fait f'2 plus la distance entre f'2 et c, et donc ça fait 2 cm plus, on l'a écrit au-dessus, 0,08 cm. Voilà, donc ça fait 2,08 cm, et ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est presque la même chose, puisque c, c'est quasiment égal à f'2. En fait, cette distance O2C, on peut dire que c'est à peu près 2 cm. Voilà, on ne va pas se compliquer la vie, on va dire que c'est 2 cm. Okay. Alors, maintenant, je reviens à la formule qu'on a écrite tout à l'heure. Le grandissement, c'est OA' sur OA dans le cours. Alors ici, sachant que l'objet, le point de la lentille 1 qui est sur l'axe optique, c'est O1. Le point du cercle oculaire qui est sur l'axe optique, c'est C. On remplace A par O1 et on remplace A' par C. Qu'est-ce que ça donne comme formule? Ça fait O1C, moins la valeur algébrique de O1C. Alors c'est pas O1, c'est la lentille 2. Ah, du coup de O2. O2C. Donc ça fait O2C sur O2 sur O2 sur... Eh bien sur O2A, puisque A, c'est l'objet dans le cours. Je vous rappelle, A, c'est la position de l'objet. L'objet, c'est O1 maintenant. Et l'image de O1, c'est C. C'est-à-dire que ce qui est dans le cours A', ça devient ici C. Ok. Voilà, donc on a cette formule-là. Bon, alors dites-moi, combien ça fait au final O2C sur O2A? Alors O2C sur O2A, juste prendre la calculatrice. Alors, mais déjà, dites-moi, quel calcul à faire? Qu'est-ce que c'est O2C? Ça vaut combien? Alors, O2C, c'est... Ben, on vient de le dire, O2C. C'est 2 cm. Et 2 cm. Alors, oui. Et O2A, ça vaut combien? Enfin, A, pardon. J'ai dit A, mais c'est une erreur de ma part. C'est pas O2A. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi l'objet? Il s'appelle pas A ici, il s'appelle... C'est O1, non? C'est O1, c'est ça. Je me rappelle, c'est ce que j'ai écrit ici. Okay. A est remplacé par O1 dans cette expression. Donc, c'est O2, O1. Voilà. Et donc, ça fait combien O2, O1? O2, O1, c'est... je vais... Quelle est la distance entre O2 et F2? Je pense que c'est moins 52 cm. Voilà, c'est moins 52 cm puisqu'on part vers la gauche. Et pourquoi moins 52? Parce que c'est 2 cm entre F2 et O2 et 50 cm entre O1 et F'1. Okay. Voilà. Bon, alors, vous avez pris votre calculatrice, vous aviez dit, est-ce que vous avez fait ce calcul déjà? Ah, du coup, c'est moins 1 sur 36, sur 26, 27 plutôt. Non, oui. Ouais, bon, mais ça se simplifie pas trop peut-être. Hein. Alors, 1. Sur 50, en gros, ça fait 2 sur 50, 4 sur 100. Hein, donc ça fait environ moins 4 centièmes. 4, 10, moins 2. Voilà. Enfin, moins 4, 10, moins 2. Voilà. C'est approximatif, mais bon, environ donc moins 0,04. Voilà. Est-ce qu'il y a une question là-dessus déjà? Bon, ce qu'on voulait, nous, c'est pas juste le grandissement, c'est le diamètre du cercle oculaire. Hein. Donc, encore une fois, le cercle oculaire, il est compris entre E' et F'.
donc c'est l'image E'F' du diamètre EF de la lentille 1. Donc, il suffit de faire quoi? Alors, Nance, est-ce que vous pouvez me dire du coup E'F'? Monsieur, j'aurais juste une question par rapport à ce que vous avez fait juste Oui, avant. oui. Vous avez marqué 2 cm sur moins 52 cm et après vous avez fait un espèce de triple égal arrondi. Enfin, oui, c'était à peu près égal. Et pas exactement normalement, égal. on met pas un trait droit et une vague, on met 2 traits droits et une vague, c'est ça? Oui, non, parce que j'avais déjà écrit un symbole égal et après j'ai rajouté une petite vague pour dire en fait c'est à peu près. Ok, d'accord. Donc je disais à Nance, du coup, puisqu'on a le grandissement, on a le diamètre. C'est moins 0,04 fois 10. Voilà. Le grandissement fois la taille de l'objet qui est EF équivaut 10 cm. Voilà, ça en centimètres. Et donc ça fait combien? Ça fait 0,4 cm. Moins 0,4 cm. Voilà, donc ça fait moins 4 mm. Voilà. E'F', si je l'écris avec en valeur algébrique du moins. Donc en termes de taille, puisque ici le sens ne compte pas. D'ailleurs, dans une lunette astronomique, l'orientation ne compte pas, parce que les images sont renversées. De toute façon, dans le ciel, il n'y a pas de haut et de bas. Donc on se fiche pas mal de savoir si c'est à l'envers ou à l'endroit. En tout cas, donc ça nous fait 4 cm. 4 mm pour le diamètre de ce cercle oculaire. Je le réécris un petit peu mieux. Monsieur? Oui. Moi, j'avais une question parce que moi, en fait, j'avais fait du coup 10 cm divisé par le grossissement. Alors, c'est le grandissement. Quand on fait le rapport des tailles, c'est pas grossissement, c'est le grandissement. Et donc, le grandissement, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc, ici, l'image, c'est E'F' et l'objet, c'est EF. Donc, on fait bien. Si vous voulez, la formule littérale, c'est E'F', c'est gamma fois EF. Oui. C'est ça qu'on a fait. Parce que moi, du coup, j'avais fait 10 cm, mais divisé par le grand G qu'on a calculé au début. Il se peut que ça tombe sur le même résultat certaines fois, mais il n'y a pas de raison parce que le grand G, c'est le grossissement. Si vous voulez, le grossissement, c'est lié aux angles. Et le grandissement, c'est lié à la taille des images. C'est pas exactement la même chose. Ok. Voilà, donc il faut reprendre vraiment la définition du grandissement, puisqu'on est en train de faire des rapports de longueur. C'est pas la même chose que le grossissement. Bon, est-ce qu'il y a des questions sinon sur ce calcul? Oui, monsieur. Oui. En fait, moi, j'ai pas trop compris pourquoi on a remplacé, entre guillemets, A par O1 et A' par C. Parce qu'en fait, on s'intéresse Je vais faire un petit peu de place sur la droite et je vais représenter sur un schéma juste ce qui nous intéresse dans ce calcul. Alors, j'efface un petit bout là de mon tableau. Hop, voilà. L'objet dans cette question B, je représente. L'objet, c'est une lentille. Voilà, donc une lentille qu'on a appelée avec ses bords E et F. Le centre de cette lentille, il s'appelle O1. Voilà. Et cette lentille, on en fait l'image par une autre lentille. Cette lentille, donc, cette deuxième lentille, c'est L2. Et on s'aperçoit que ça fait un disque, son image c'est un disque qui est compris entre un point E' et un point F'. Et c'est un disque de centre, on l'a appelé C le centre. Voilà. Donc l'image de F, vous voyez comme
comme son nom l'indique, c'est F', l'image de E, c'est E', et bien sûr, l'image de O1, dans ce cas, c'est le point C. Voilà. Donc, vous avez j'efface un petit peu ici, hein. Je peux écrire ça autrement. Donc si l'objet, c'est O1, alors l'image par la lentille 2 de O1, c'est le point C. Si l'objet qu'on considère est E, son image, c'est E'. Si l'objet qu'on considère c'est F, son image, c'est F'. Tout ça pour la lentille 2. Hein, donc, quand on applique les relations du cours, la relation qu'on a utilisée tout à l'heure, c'était gamma, le grandissement, ben, c'est pas A', B' sur AB, c'est E', F' sur EF. Eh bien, quand on applique les relations du cours, qu'est-ce qu'on dit dans le cours? On dit que c'est égal à OA' sur OA. Mais c'est quoi A'? C'est l'image d'un point qui est sur l'axe optique. Donc, c'est exactement l'équivalent du point C. Donc, ici, le point, la lentille, c'est la lentille 2, son centre, c'est O2. Donc, l'équivalent du OA' sur OA, c'est O2 fois C. C, c'est l'image sur l'axe optique. Et divisé par OA, OA, c'est donc O2 fois la position de l'objet correspondant, c'est O1. Est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que c'était autre chose, en fait, votre question? Non, c'était complètement ça, merci beaucoup. Bon. En fait, j'avais pas compris que c'était la lentille l'objet. Voilà, on considère ici la lentille comme l'objet. Parce que l'idée, c'est que toute la lumière qui rentre dans l'instrument est forcément passée par un des points de cette lentille. Donc, je considère toute la lentille là d'entrée comme constituée d'un ensemble de points lumineux. Voilà. Et je regarde quelle est son image par L2. C'est OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Bon, donc il reste deux questions qualitatives là-dessus. On demande quel est l'intérêt de placer son œil au niveau du cercle oculaire. Alors c'est ce qui a été fait sur le schéma dès le début. Je le grossis un petit peu ici, puis je vais peut-être effacer ce qui n'est pas indispensable ici. Voilà. Ici, donc, l'œil est placé à peu près sur le cercle oculaire. Alors, quel est l'intérêt? Si je redessine rapidement le cercle oculaire, vous voyez, c'est ce qui est en rouge ici. Hein, c'est un disque que je représente là en rouge. Donc, vous voyez que toute la lumière, tous les faisceaux lumineux qui traversent la lentille 1, finalement, après avoir traversé la lentille 2, ils se recroisent au niveau du cercle oculaire. Forcément, puisque le cercle oculaire est l'image de la lentille 1. Ça veut dire que n'importe quel point qui se trouve quelque part sur la lentille 1, si je fais partir des rayons de ce point-là, quand ils vont traverser la lentille 2, ces rayons, ils vont se retrouver en un point du segment rouge que j'ai dessiné, qui est le cercle oculaire. Autrement dit, l'intérêt du cercle oculaire, l'intérêt de placer son œil sur le cercle oculaire, c'est que vous êtes sûr de récupérer toute la lumière qui est rentrée dans l'instrument. Donc, le cercle oculaire, c'est l'endroit derrière l'oculaire où vous avez le maximum de lumière. Hein, donc, moi, je vais écrire là en bleu, peut-être en plus petit quand même, si j'y arrive. Hein, donc, toute la lumière ressort en passant par le cercle oculaire. Toute la lumière qui est rentrée dans l'instrument, dans la lunette astronomique, ressort en passant par le cercle oculaire. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est que vous avez comme ça le maximum de luminosité. Hein. En fait, une lunette astronomique,
ça sert pas seulement à grossir les objets, hein, donc c'est dans le petit texte qui est en dessous, je vous explique que en gros, si vous voulez si vous voulez observer des planètes, oui, ça peut être intéressant de voir quelques petits détails. Par exemple, vous voulez voir des cratères sur la Lune en détail, vous avez intérêt à avoir un fort grossissement. Vous voulez voir les anneaux de Saturne, vous avez intérêt à avoir un bon grossissement aussi. Mais si vous voulez observer ce qu'on appelle le ciel profond, par exemple des galaxies, le problème numéro 1, c'est qu'il faut que ce soit assez lumineux pour que votre œil y soit sensible. Et donc, dans ce cas, ce qui est surtout important, c'est de collecter un maximum de lumière, un maximum de photons. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière qui rentre par l'objectif. Donc, pour ça, il faut avoir un gros objectif. Et puis, il faut que toute cette lumière qui rentre par l'objectif soit bien effectivement reçue par votre œil. Si vous placez votre œil n'importe comment, devant ou derrière le cercle oculaire, eh bien, vous avez une partie de la lumière qui est rentrée dans l'objectif qui ne va pas passer par votre œil. Donc, pour récupérer toute la lumière qui est rentrée dans l'objectif, on a intérêt à placer son œil au niveau de ce fameux cercle oculaire. Voilà le principe. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Donc, je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Quel intérêt y a-t-il à placer son œil au niveau de C? C'est ce que j'ai dit. Toute la lumière qui ressort de l'instrument va passer par le cercle oculaire. Donc, ça veut dire qu'on a une luminosité maximum au niveau du cercle oculaire. Luminosité maximale en plaçant son œil au niveau du cercle oculaire. Voilà la réponse. Et puis, quel intérêt y a-t-il à avoir une lunette de gros diamètre ou un télescope de gros diamètre? C'est d'augmenter la luminosité, puisque plus le diamètre de l'objectif est gros, plus il y a de lumière qui rentre dans l'instrument. Donc, pour des objets assez peu lumineux comme les galaxies, ça peut vous permettre de les voir, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. En fait, si on grossit le diamètre, on peut voir des objets encore plus loin, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que si vous avez un objet qui est très très loin, il va y avoir d'autant moins, plus l'objet est loin, moins il va envoyer de lumière dans votre télescope. D'accord. Donc, il va arriver un moment où votre œil n'est plus assez sensible au peu de lumière qui va être envoyée. Voilà. Donc, le principal intérêt d'un télescope ou d'une lunette astronomique, c'est de canaliser la lumière depuis un gros diamètre. C'est un petit peu comme un entonnoir, si vous voulez, à lumière. Si vous voulez remplir une bouteille avec un entonnoir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre, si vous voulez remplir le plus vite possible, vous avez intérêt à ce que l'ouverture principale de l'entonnoir soit la plus grande possible. Et après, vous canalisez donc toute la pluie qui est tombée dans votre entonnoir, vous la canalisez vers une petite ouverture, ça peu importe, et hop, ça va dans votre bouteille. Bon, plus vous voulez remplir vite votre bouteille, plus vous allez augmenter votre diamètre d'ouverture. C'est exactement la même chose, mais avec de la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Bon, alors une petite remarque, les lunettes astronomiques, on reverra rapidement en cours, mais en réalité, souvent, c'est pas juste deux lentilles. C'est juste, là, c'est une approximation. On fait quelques calculs, on a quelques ordres de grandeur comme ça, mais en général, l'objectif, c'est une série de lentilles et l'oculaire aussi, il y a au minimum 2 et souvent 3 lentilles. Ok. Bon, alors je vous propose de passer à... Alors, je vais pour l'instant sauter l'exercice distance minimale parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le finir. Et puis, c'est un peu plus calculatoire, un petit peu moins intéressant. Et je propose de passer à l'exercice 3 qui s'appelle champ apparent. Donc, je vous laisse le relire. Je vais essayer de vous montrer en même temps une animation. Je ne sais pas si je peux passer dessus. Je vais voir. Tac. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez oui, parfait, on voit. Très bien, unité astronomique. Donc voilà, le principe avec un faisceau de rayons plutôt que de rayons. Donc
vous avez donc l'objectif à gauche, l'oculaire à droite, et puis l'œil qui est quasiment collé sur le foyer image, c'est-à-dire collé quasiment sur le cercle oculaire. Alors, quand je considère des points différents, ça correspond à une étoile qu'on déplacerait, voilà, dont on déplacerait la direction. Vous voyez ce qui se passe, hein. Vous avez, par exemple, ici, cette étoile, elle forme un tout petit angle avec l'axe optique. Et au final, qu'est-ce que je vois dans ma lunette? Je vois l'étoile dans la direction qui est indiquée en grisé, comme ça, hein. Donc, en fait, on voit que ça renverse les images, parce que si l'étoile est en haut, moi, je la vois en bas. Et si l'étoile est en bas de l'axe optique, en dessous de l'axe optique, moi, je la vois dans une direction au-dessus de l'axe optique. Je la vois toujours à l'infini, mais donc, je la vois avec un angle plus important. Hein, donc ça, c'est l'aspect grossissement. Alors, vous voyez que quand je bouge l'étoile, en fait, ça correspond à différents points. Vous imaginez différents points lumineux qui sont à l'infini, hein, par exemple sur la Lune, ou vous imaginez une galaxie composée de différents points. Et bien, vous voyez que au final, le flux de lumière, il passe toujours à peu près au niveau de f', hein, là où j'ai placé mon œil. Donc, dans tous les cas, j'ai toute la lumière qui ressort par cet endroit-là, hein, donc qui correspond au cercle optique au cercle oculaire, pardon, dont on vient de calculer la position. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, on peut comparer ça rapidement à ce qui se passe dans une lunette de Galilée. Alors, ça pourrait faire un autre exercice. J'avais déjà mis ça d'ailleurs dans un devoir, hein. Dans une lunette de Galilée, vous avez un objectif qui est aussi une lentille convergente. Par contre, vous avez un oculaire qui est divergent. Donc là, on le modélise par une lentille divergente. Et dans ce cas-là, vous voyez ce qui se passe quand je prends différentes étoiles qui sont en différentes directions. Eh bien, quand l'étoile est orientée vers le haut, je la vois effectivement vers le haut. Quand elle est orientée vers le bas, je la vois effectivement vers le bas, donc ça ne renverse pas les images, ça c'est plutôt bien. Par contre, vous voyez que le faisceau qui sort de cette lunette de Galilée, ce faisceau, en fait, il bouge, hein. Sur cette animation, ils ont fait bouger l'œil en même temps, mais imaginez que vous avez l'œil au niveau du cercle optique, pardon, au niveau du cercle oculaire, donc sur l'axe optique. Là, le faisceau lumineux, il n'est plus vu par l'œil au niveau de l'axe optique. L'œil ne voit de la lumière que si la direction de l'étoile est très très proche de l'axe optique. Dans cette situation-là, l'œil ne voit plus rien en fait, hein, sur l'axe optique. Dans cette situation-là, non plus. Donc en fait, voilà, le défaut d'une lunette de Galilée, c'est qu'on voit en fait une très faible portion du ciel, hein, quand on regarde comme ça. On dit que le champ de vision est faible avec la lunette de Galilée. L'avantage, c'est que comme ça n'inverse pas les images, on peut s'en servir sur Terre pour faire de l'observation, hein, pour les longues vues. A priori, c'est des lunettes de type lunettes de Galilée. Voilà. Alors, je vais essayer de revenir au bac de partage. Hop. Et sur ça, voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions là-dessus avant que je passe au champ apparent? Voilà, donc exercice 3, champ apparent. Alors, donc, on observe avec notre œil dont la position est imposée, là, au niveau du point O, on observe un objet qui est compris entre les points B et B'. Hein, donc, c'est l'objet, c'est un vrai objet qui est placé devant une lentille, c'est un objet réel ici, BB', c'est un objet réel pour la lentille. Alors, la lentille, un peu bizarrement, on a appelé son centre S dans cet exercice. Bon, pourquoi? Parce que il y avait déjà un point O utilisé pour donner la position de l'œil, hein. Et donc, première question, sans calcul, il faut construire l'image CC'. Alors, évidemment, vous n'allez pas pouvoir le faire. Enfin, vous pourriez peut-être le faire si je partageais si on faisait un tableau collaboratif. Mais bon, comme il y a des problèmes techniques, j'ai essayé de le faire au premier TD, mais ça bougeait dans tous les sens, parce que je crois qu'à chaque fois que quelqu'un touche son écran, ça bouge. Donc, je vais plutôt demander à quelqu'un de me décrire ce qu'il faudrait faire pour
pour tracer ça. Alors, Guilhem, est-ce que vous pourriez me dire, si vous m'entendez, si votre micro fonctionne, est-ce que vous pourriez me dire comment vous feriez, qu'est-ce que vous traceriez pour trouver l'image du point B? Pour trouver l'image du point B, ben, on fait déjà un premier rayon qui passe par B et S, par le centre S. Oui. Et ensuite, on fait un deuxième rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui va jusqu'à la lentille, et qui après va suivre le point F'. D'accord. Alors, je vais essayer de le faire là. Je ne suis pas un pro encore en whiteboard. Je vais essayer de le faire à peu près droit parce que sinon on risque de ne rien voir. Donc voilà, je trace un rayon qui passe par B et S. Je fais une petite flèche. Et ensuite, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit comme rayon? Un qui est parallèle à l'axe optique jusqu'à la lentille et qui après passe par F'. Voilà, c'est ça, d'accord. Donc je reviens à l'horizontale. Et puis je change de couleur. Donc, je vous conseille de changer de couleur au maximum quand vous faites des tracés sur votre feuille, pour qu'on voit mieux. Et puis donc, ouais, j'ai bien grossi là, tant pis. Voilà, donc ce rayon, vous avez dit, il passe par F'. Donc je le fais passer par F'. Mais j'ai trop grossi, je vois plus trop ce que je fais. Voilà, je reviens. Voilà. Et bon, vous voyez que ces deux rayons n'ont pas de point d'intersection, donc je trace les prolongements. Et là, qu'est-ce qu'on dit donc pour l'image de B? Guilhem? L'image, elle est virtuelle. Oui, et elle se situe où? Dans les prolongements des directions des rayons. Voilà, c'est ça, hein, donc les points d'intersection des prolongements, donc B'. B' se trouve là. Pardon, est-ce qu'on note B'? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a déjà un point. Attendez, je ne vois pas très bien sur le. Oui, d'accord, c'est l'image CC' de B'. Voilà, donc il faut que je fasse attention aux notations, ne pas utiliser une lettre qui est déjà utilisée. Alors, B', il est en haut. Ah, zut, je l'ai effacé. Pas terrible ça. Alors, je vais refaire à la main. Comme ça. Et voilà. Donc, voilà, je reviens là. Donc, le B' est en haut. Donc, c'est C' est l'image de B'. Et de la même façon, on pourrait trouver C image de B. Alors, évidemment, c'est symétrique. Alors, je ne vais pas refaire la construction. Je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près réaliste. Le point C, il est symétrique de C' par rapport à l'axe optique. Alors, je vais juste dessiner, je vais essayer de faire un trait droit quand même pour CC'. Voilà. Et du coup, on a entre C et C', on a tous les points images, des points, bien sûr, entre B et B'. Alors, voilà, bon, c'est pas super précis, parce que j'ai pas utilisé tout le temps la règle, mais voilà, en gros, CC', ça correspond à ça. Voilà. Bon, alors sur la construction déjà, est-ce qu'il y a besoin que je réexplique? Est-ce que c'est clair pour tout le monde comment on fait ça? C'est bon. Alors, Lise, est-ce que vous pouvez me dire si C' est une image réelle ou virtuelle et pourquoi? C', c'est une image virtuelle parce que elle est derrière la lentille. Voilà, elle est avant la lentille. Précisément, normalement, on doit dire avant la phase d'entrée, donc avant la phase de gauche de la lentille utilisée. Donc, bon, effectivement, c'est une image virtuelle. CC' égale image virtuelle. Voilà. Je vous rappelle que bon, il faut savoir, c'est un point important, il faut savoir tracer toutes les images réelles ou virtuelles de n'importe quel objet réel ou virtuel par une lentille convergente ou divergente. Bon, alors maintenant, on rentre dans le calcul. Donc, calculer la position, le grandissement et la taille de l'image.
Alors, on commence, donc ça c'est le petit B, hein, donc petit A c'était ça. Petit B, donc le calcul. Alors, est-ce que Adrien, petit poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour calculer la position de l'image? On pourrait calculer par exemple la position de A', qui est l'image du point A. Alors comment on fait? On peut utiliser la relation de Descartes, non? Oui, bah alors allez-y, qu'est-ce que ça me donne? Donc, Avec les notations de l'exercice, hein, bien sûr. Ok. Donc 1 sur valeur algébrique de S A', oui, moins 1 sur valeur algébrique de S A, oui, égale 1 sur du coup OF. Du coup sur F', on peut l'appeler F'. Voilà, on peut l'appeler F'. Bon, d'ailleurs, on a sa valeur. Alors, numériquement, qu'est-ce que ça donne? Alors, déjà, ce qu'on cherche, c'est 1 sur SA'. Hein, donc, j'écris 1 sur SA'. Alors, évidemment, ça fait 1 sur SA' égale 1 sur SA plus 1 sur F'. Numériquement, ça donne quoi? 1 sur 36 mm. Oui, ça, c'est donc F'. Oui. Ouais. Plus oui. 1 sur moins 12 mm. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Est-ce que vous l'avez déjà fait, peut-être? Je le fais de suite. On obtient 1 sur moins 18. Ok, et donc quand on inverse, ça fait moins 18. Moins 18 mm, puisqu'on a tout écrit en millimètres. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Bon, c'est un calcul qui commence à devenir assez classique, j'espère pour vous. Alors, de la même façon, on va calculer le grandissement. Alors, c'est Théophile, mettons, qui me dit combien il vaut le grandissement. Est-ce que Théophile nous entend? Alors, je regarde. Vous m'entendez? Pardon. Oui, je vous entends. Allez-y. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme expression? On peut utiliser AB' sur A'C'. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne le connaît pas encore. Donc, alors ça, c'est la définition, si vous voulez. Par exemple, là, en fait, déjà, vous m'avez dit AB' sur A'C'. Est-ce que vous êtes sûr de ça? L'image, c'est A'C'. Donc, c'est A'C' divisé par AB'. Oui, en effet, oui, je me suis trompé, excusez-moi. Alors, ça, c'est juste pour l'instant, c'est juste la définition. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est pas que la définition, c'est une propriété, une expression qui me permette effectivement de calculer ça. Alors, je vous rappelle qu'on connaît la position de A', hein, puisqu'on a trouvé à l'instant que SA', ça vaut moins 18 mm. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On connaît SA et on connaît SA'. Je vous rappelle que SA, c'est donné dans l'énoncé. SA, c'est moins 12 mm. On a donc SA' sur SA. Ben voilà, c'est ça, c'est l'équivalent de OA' sur OA. Hein, donc SA' sur, d'ailleurs, je dis O, j'écris O, SA' sur SA. Voilà, donc ça fait moins 18 sur moins 12. Et donc moins 18 sur moins 12, après la simplification, ça vaut combien? De tête, hein? Non? Pas de tête? Ça fait 1,5. Voilà, c'est 3,5, c'est 1,5. Voilà, sans unité, hein, bien sûr. Bon. Et une fois qu'on a le grandissement, ça nous permet de calculer effectivement la taille de CC', puisqu'on peut dire que CC', c'est égal à, Chloé, comment on fait pour utiliser le grandissement? Pour avoir CC'? Du coup, on fait. C'était du coup CC' sur BB', et du coup CC', c'est gamma, enfin, le grandissement fois BB'. Voilà, donc c'est 1,5 fois quoi? Fois 20 mm. Fois 20 mm, ça fait combien? 30. 30 mm, voilà. Vous voyez, on a la taille de l'image. C'est OK pour tout le monde?
Bon, donc ça c'était le petit B. Alors, si c'est OK pour tout le monde, on passe au petit C. Alors j'efface, est-ce que je peux effacer ce que j'ai écrit? Est-ce que quelqu'un veut que je laisse du temps pour recopier? 2 secondes, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, vous pouvez laisser un petit peu. OK. Eh ben, vous pouvez réfléchir donc au petit C. On veut expliquer que, en fait, à cause des bords de la lentille, hein, ce que j'appelle le diaphragme DD', si vous voulez, c'est le support, ce qui tient la lentille. La lentille, elle a une dimension finie. Hein. Après, il y a quelque chose qui va la tenir. Hein, donc, c'est la monture de la lentille, si vous voulez. Cette monture, elle ne laisse pas passer la lumière. Hein. De toute façon, on ne s'intéresse qu'à la lumière qui traverse la lentille. Eh bien, ce que je dis, c'est que l'œil qui est placé au point O, s'il reste au point O, à une distance fixée, donc c'est à 200 mm, à 20 cm de la lentille, ce que j'explique, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à observer tout l'objet. L'objet, c'est BB'. Et donc, bon, lui, de toute façon, l'œil, il ne voit il voit la lumière qu'une fois qu'elle a traversé la lentille. Et donc, ce qu'il voit en réalité, c'est pas directement l'objet, c'est l'image de cet objet. Mais cette image CC', elle n'est pas vue entièrement par l'œil. Alors, je demande là d'expliquer pourquoi et de construire, de faire un tracé qui me permette de voir quelle est la partie de cette image CC' qui est effectivement visible de l'œil. Voilà. Et puis, une fois qu'on aura fait ce tracé, il faut faire un petit calcul. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait tracer qui indique la partie visible de cette image. J'efface les petits calculs maintenant. Alors, je prends ma règle. J'essaie de tracer ce qu'il faut. Alors, bon, je ne sais pas, Jean-Mathieu, par exemple. Est-ce que vous avez une idée des traits là qu'il faut tracer pour dire ce que l'on voit de l'image? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tout CC'? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a entre les points C et C'? Et qu'est-ce que je fais concrètement pour délimiter la zone que je peux voir à travers la lentille? Alors, j'ai pas bien compris où était E', enfin, dans la question là. Alors, E', on ne le donne pas, mais E', c'est une partie de CC'. Hein. Si vous voulez, par exemple, ce que je vous dis, c'est dans cette question, c'est que le point C, qui est l'image géométrique du point B par la lentille, eh ben, en fait, le point C, je ne le vois pas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi, quand j'ai mon œil au niveau du point O tel qu'il est dessiné, il est clair que je ne peux pas voir le point C? Quel est le problème? Je ne peux pas voir le point C' non plus. Je vois pas vraiment comment l'expliquer là en fait. Bon, alors, je sais pas, est-ce que Élise a une idée? C'est caché parce qu'il y a la partie opaque au-dessus des primes. Oui. Et donc, pour voir pour délimiter la zone que je suis vraiment capable de voir, en fait, il y a un truc que je vais réexpliquer. Parce que peut-être que ça bloque plusieurs d'entre vous. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que C' est l'image du point B'? Ça veut dire que si je vois le point C' à travers cette lentille, avec mon œil qui est situé là au point O, eh bien, je vois C' dans cette direction, dans la direction OC'. Alors, regardez, je mets ma règle dans la direction OC', ou un peu sur le spray, je vais essayer de la mettre du mieux que je peux. Hop, pas facile, mais voilà, je la mets comme ça. Hein. Alors, imaginez que je vois quelque chose dans la direction OC'. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a un rayon lumineux qui arrive là, comme le rayon vert que je viens de tracer. Or, c'est pas possible puisqu'il y a un cache, la partie là au-dessus de D', c'est un cache, ça ne laisse pas passer la lumière ici.
Donc, il n'est pas possible que je vois le point C', parce que si je voyais le point C', si je voyais cette image C', hein, ça voudrait dire par définition que mon œil voit de la lumière provenir depuis cette direction-là. Voit la lumière dans cette direction-là. Vous êtes bien d'accord que ce n'est pas possible puisque le cache lui-même, il ne laisse pas passer de lumière. Donc, j'efface, je me dépêche d'effacer maintenant ce rayon-là qui n'a pas de sens. Et du coup, je reviens à ma question, comment délimiter, est-ce que, Élise, vous avez une idée, comment délimiter précisément la partie de l'image CC' que je peux vraiment voir avec mon œil? Qu'est-ce que je peux faire? Un truc tout simple, hein. C'est pas un calcul, c'est juste un petit tracé. Qu'est-ce que je trace? J'ai une droite à tracer. Laquelle? Ma question, c'est quelle est la partie du segment CC' que je vois avec mon œil placé ici? La droite qui passe entre O et D'. Ben voilà, tout simplement. Je prends la droite qui passe par O et par D'. Alors, bon, c'est à peu près comme ça. Voilà, je vais la poursuivre en mettant en noir. Voilà, ça me dit, puisque cette droite, elle passe, imaginez, elle passe juste en dessous du cache, là, elle passe par le point D', donc juste en dessous du cache. Eh bien, ça me dit qu'il est possible, effectivement, de voir un point lumineux, comme le point que je suis en train de tracer là, donc ça va être le point E'. Un point E', un point image E' qui serait placé là, il est effectivement visible. Parce que dire que c'est un point image, ça veut dire qu'avec mon œil, j'arrive à voir de la lumière qui provient de cette direction-là. Bah, c'est possible parce que ça passe juste en dessous du cache. Voilà. Évidemment, de l'autre côté, je vais essayer de le tracer aussi à la règle, de l'autre côté, j'ai son symétrique, le point E, qu'on peut tracer exactement de la même façon. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il faut que je réexplique ça? Ou est-ce que ça va, c'est clair pour tout le monde? Mais donc, du coup, si on se place à la distance focale, enfin sur le point image F', techniquement, on verrait tout. Oui, mais voilà, l'énoncé vous dit, ben, l'œil, là on n'a pas le choix, hein, l'œil il est placé là. Donc effectivement, en fonction de votre position par rapport à la lentille, ben, vous pouvez voir plus ou moins de choses. Oui, c'est vrai. C'est OK? Voilà, donc bon, au moins sur le principe, ce qui va nous permettre de calculer la taille de cette portion E' de l'image. Alors, si on voit qu'une partie de l'image, ça veut dire qu'en fait, en réalité, on ne voit à travers la lentille qu'une partie de l'objet BB'. Hein. Ça revient au même, évidemment. Alors, donc ici, on me dit, le diaphragme ne permet de voir qu'une partie de l'image, cette partie c'est E'. Quel est le pourcentage de la surface du disque visible à travers la lentille? Bon, alors pour calculer ce pourcentage, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez bien que E' est plus petit que CC'. Ça veut dire, si je dessine ça, ça veut dire que les parties entre E et C que je fais en bleu là, et entre E' et C', elles ne sont pas visibles. Bien sûr, ça c'est un schéma sur un papier. En fait, on est à 3 dimensions, hein, donc il s'agit de disques. Hein. En fait, E', c'est un diamètre d'un disque lumineux, CC' aussi. Donc, bon, c'est comme ça qu'on pourra passer des longueurs aux surfaces. Mais déjà, si on parle des longueurs, la question, c'est finalement que vaut cette longueur E'. Bon, CC', on l'a déjà calculé. Je ne l'ai plus en tête, c'est marqué au-dessus, mais voilà, CC', c'est déjà fait. La question maintenant, c'est E'. Alors, bon, là, il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que, Sarah, vous pourriez suggérer un calcul? Qu'est-ce qu'on peut écrire pour avoir E'? On peut faire le grandissement. Alors, le grandissement, le problème, c'est que E', ce n'est pas une image. Hein. On ne sait pas, le point E', on n'a pas
on n'a pas l'objet correspondant. On ne sait pas encore à quel point objet ça correspond. Et on n'en a pas vraiment besoin. En fait, c'est juste la trigonométrie ici. Hein. Si je vais représenter 3 points rouges. Voilà. Le point E', il est en rouge, le point A' et le point O. Ces 3 points forment un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Je vais représenter 2 points bleus, le point S et le point D'. Est-ce que ce petit schéma-là, les points que je viens d'ajouter, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça ne vous donne pas une idée? Le théorème de Thalès. Oui, voilà, c'est ça que je vais vous faire dire. Donc, allez-y. Qu'est-ce qu'on dit avec le théorème de Thalès? Déjà, la droite A'E', elle est parallèle à quelle droite? Eh ben, SD'. Elle est parallèle à SD'. Ok. Donc, du coup, avec le théorème de Thalès, en utilisant ces 2 droites parallèles, qu'est-ce qu'on peut dire de E', A', ou A'E', enfin bon, peu importe le sens, A'E' divisé par, pour appliquer Thalès, qu'est-ce qu'on fait? Bah, SD'. Voilà, c'est pareil que quoi sur quoi d'après Thalès? On a le triangle OA'E' et puis on a le triangle OSD'. Alors, c'est le théorème de Thalès que vous avez oublié là? OA' et OS. Ah, OA' sur OS, voilà, c'est ça. Or, on connaît déjà tout sauf A'E'. Donc, ça me fait A'E'. Dites-moi, donc, quand je passe SD' de l'autre côté, je connais tout. Hein, ça fait, allez, je l'écris quand même, SD' fois OA' sur OS, et je fais l'application numérique. Enfin, c'est vous qui allez faire l'application numérique. Ça fait combien? Vous me dites-moi le calcul à faire. SD', c'est combien? Alors, SD', c'est 10 mm. 10 mm, ok. OA', c'est 200 mm plus. 200 mm plus, oui. 8. Plus combien, pardon? 18. Plus 18, d'accord. Ok. Et OS, c'est 200 mm. Voilà. Hein, donc c'est ça le petit calcul à faire. Donc c'est 218 sur 200 fois 10. Ok. Donc ça fait à peine plus que 10. Hein. Alors, dites-moi rapidement la calculette. Ça fait 10,9. 10,9 mm. Voilà. Donc, alors ça c'est A'E'. Hein, donc, on aurait donc, si vous voulez, le disque qui est visible effectivement avec l'œil, c'est tous les points qui sont compris entre E et E'. Hein, donc ça correspond à un disque. Là, je suis en train de repasser le rayon en rouge, un disque de rayon A'E'. Donc, si vous voulez, je dessine ça. Tiens, je ne sais pas si j'ai un outil cercle avec ça, je ne crois pas. Donc, je dessine grosso modo un cercle, si vous voulez, avec les points C et C'. Vous avez C' en haut et C en bas. Ça, c'est le disque que je devrais voir à travers la lentille, mais en fait, vous avez compris qu'on ne voit pas tout, puisque en réalité, tout ce qui est au-dessus du point E' que je place là, on ne le voit pas. Tout ce qui est en dessous du point E, je ne le vois pas. Et donc, la portion du disque que je vois, c'est le cercle de diamètre E'. Voilà, tout ce qui est en dehors du cercle vert, je ne le vois pas. Hein, donc, ce qu'on doit calculer, c'est le rapport entre le diamètre du disque vert et le diamètre du disque total, là,
que je hachure en noir. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de calculer le rayon du disque intérieur, et ce rayon, je viens de le représenter en rouge. Et donc, je sais pas, on va l'appeler petit r. On sait que c'est 10,9 mm. Voilà. Et puis, le diamètre du disque noir, et ben, ce diamètre-là, on sait que ça correspond à A'C'. Et puis, bah, on a écrit tout à l'heure sa taille, c'était 15 mm. Voilà, ça, ce grand R, on va l'appeler 15 mm. 15 mm. Bon. Voilà, il ne reste plus qu'à calculer donc, le pourcentage de la surface visible, c'est-à-dire du disque vert, par rapport à l'aire du disque total. Hein, donc, c'est la fin de la question C. Et pour ça, bah, je ne sais pas, Vincent, par exemple, est-ce que vous pourriez me dire ça? Qu'est-ce qu'on fait alors? Répétez la question, s'il vous plaît. Ben, alors, je décompose en deux la question. Quelle est l'aire du disque vert? Alors, l'aire d'un disque, je vous le rappelle, c'est pi fois le rayon au carré. Hein, alors, si vous hésitez entre 2πr et πr carré, ben forcément, il faut choisir πr carré. Pourquoi? Parce qu'une aire, c'est forcément en mètres carrés, c'est une longueur au carré. Donc, ça ne peut pas être juste proportionnel à une longueur. Okay. Alors, bon, de la même façon, l'aire du disque noir, c'est pi fois grand R au carré. Et donc, si je vous demande, alors tiens, c'est pas, il faut pas que je prenne la même notation quand même, je vais l'appeler S'. Donc, si je vous demande S sur S', ça fait combien? Ça fait petit R carré sur grand R carré. Voilà. Et donc, moi, je simplifie, je factorise, quoi. Ça fait ça. Et donc, le calcul, ça fait combien donc? Donc, petit r, ça fait 10,9. 10,9, oui. Sûr. Grand R, c'est... que je retrouve. Bah, c'est sur mon schéma. C'est sur 15. Oui, sur 15, pardon. Au carré, voilà. Vous me dites combien ça fait? Oui. Ça fait 0,53. 0,53. Voilà. Donc, je vous rappelle que ça s'écrit aussi 53%. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie de l'objet BB' que l'on voit réellement, ça représente seulement la moitié de sa surface réelle. On voit 53% de l'image. On peut dire qu'on voit 53% de l'objet, hein, c'est la même chose. Voilà, on voit que la moitié de la surface de l'objet et que la moitié de la lumière provenant de l'objet qui arrive vraiment dans notre œil. Donc ça caractérise le champ visuel. Oui. Dans les calculs, le pi se simplifie, c'est pour ça qu'ils n'y sont pas? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Il y a d'autres questions là-dessus? Allez, oui. Oui. Est-ce qu'on peut juste dire que on voit pas tous ces primes parce que c'est plus grand que DD'? C'est plus grand, oui et non, c'est un peu imprécis de dire ça parce que EE' est plus grand que DD'. Et pourtant, on voit tout EE'. Ah oui. Donc, il faut le dire précisément avec ce schéma-là. Hein. Donc, la difficulté de cet exercice, vous voyez, du point de vue des calculs, c'est Thalès. Hein. Franchement, ça ne casse pas des briques. Thalès, c'est 3e. Mais la difficulté, c'est d'y penser, de faire les bonnes constructions. Hein, et de se rendre compte de ce que c'est qu'une image. Si vous avez un point C' qui est une image, eh ben, si je le vois, c'est qu'il y a effectivement de la lumière qui a l'air de provenir du point C' et qui arrive dans mon œil. Et donc là, il fallait penser à tracer le rayon entre C' et O, et il fallait s'apercevoir que ce rayon, il ne pouvait pas passer puisqu'il y a un cache. Voilà. Alors, ça va être l'heure. Vous voyez qu'on n'a pas fini le tout, distance minimale, on ne l'a pas fait.
mais ça m'étonne pas trop, hein. Je ne m'attendais pas à avoir le temps. Donc, je vous laisse le chercher. Ça, on le corrigera forcément, hein, soit au prochain TD, soit en cours, soit en séance de révision, hein. Donc, voilà, c'est du calcul. Ça fait s'exercer sur en fait la formule de la relation de conjugaison de Newton, hein. C'est un petit peu plus mathématique que ce qu'on a fait, mais voilà, c'est faisable et ça a un certain intérêt en travaux pratiques. Voilà, donc sauf si vous avez une question particulière, j'ai mis un réveil pour 14h30 parce que j'ai un TD après, bien sûr. Sauf si vous avez une question particulière, vous pouvez vous déconnecter. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour le coup. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Juste, il y a une question dans le chat. Oui, question? Alors, pouvez-vous mettre sur YouTube? Je vais essayer, mais je l'ai jamais fait. J'ai effectivement essayé de mettre un enregistrement et je vais voir si ça marche, mais je ne sais même pas comment l'arrêter là. Il faut que je trouve, ça. Arrêter l'enregistrement, voilà. Et j'espère que je vais pouvoir le. Voilà. Si j'y arrive, je le mets sur YouTube.